politique, sur le plan économique, sur le plan administratif. Nous pouvons devenir responsables de notre propre futur et le construire ensemble. Merci de m'avoir écouté à cette petite introduction. Et maintenant, on va continuer avec les questions de Michel Porcher et j'espère la discussion avec vous. Merci. Merci Joël pour cette remarquable introduction. J'aimerais faire une remarque un petit peu liminaire parce que je suis un peu moins optimiste que Joël Dornès sur le futur qui nous attend. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu la question des structures qui contrôlent un peu ces mouvements quand même aujourd'hui. Pendant très longtemps, la science ne s'est pas occupée du réel concret. La science était un fait laboratoire qui traitait de phénomènes isolés et en gros hors de la vie quotidienne. Une des conséquences de l'éruption du numérique, c'est que tout à coup, on peut maîtriser des choses beaucoup plus complexes et que une partie des notables des scientifiques pensent pouvoir modéliser sur le plan scientifique des phénomènes qui ont toute la complexité de la vie quotidienne. Ce qui entraîne pour moi des conséquences colossales, c'est-à-dire c'est autour du phénomène de big data. Vous avez vu qu'il paraît-il à Los Angeles, ils ont un merveilleux programme qui permet de savoir où un crime est extrêmement probable dans les 20 minutes qui suivent, ce qui permet, et même qui est potentiellement dans le coup. Donc on voit se pointer des choses relativement effrayantes, surtout qu'on a, dans notre génération, remis en cause un élément qui pour moi était fondamental, c'est la publicité de la science. C'est-à-dire que depuis Galilée, ça a quand même été la rupture fondamentale pour moi de la science occidentale. La science est devenue quelque chose de public, débattu, accessible, certes à des initiés, mais accessible. Les gens de la Renaissance ont tourné le dos aux pratiques des grands prêtres égyptiens où une petite secte se partageait les secrets. Aujourd'hui, et c'est pour moi la conséquence directe de la monétarisation de l'immatériel, pour faire de la valeur sur le matériel, la science est devenue quasi cachée, clandestine. Les thèses ne sont pas publiées ni sous embargo, les travaux sont dissimulés très longtemps, appropriés par des gens dont on ne sait pas très qu'est-ce qu'ils font. Donc dans le système que propose Joël Dornès sur ce numérique, je pense qu'effectivement ça peut faire des choses merveilleuses, à condition que l'accès citoyen à tout ça soit effectivement garanti, et je serai heureux de comprendre sur ce point. Merci Michel, je ne suis pas optimiste. Les optimistes, pour moi, c'est un peu bisounours. Donc je récuse ce terme. Je suis un optimiste, comme dirait Garmin, un optimiste angoissé ou un pessimiste serein. En d'autres termes, je me considère comme un pragmatique, réaliste et constructif. Ce que j'essaie de dire, c'est pour donner de l'espoir, pour qu'ensemble on puisse construire le monde de demain. Ce n'est pas du tout une vision optimiste. D'ailleurs, le monde va tellement mal, il y a tellement de violence, tellement d'inégalités, tellement d'atteintes aux libertés, que je laisse aussi les journalistes le faire. C'est leur métier d'attirer l'attention sur les côtés les plus dramatiques de la société. Et je peux expliquer pourquoi, si vous voulez me poser une question là-dessus, pourquoi les médias ne parlent très souvent que de nouvelles dramatiques et de mauvaises nouvelles, comme disait Marshall McLuhan, le grand sociologue des médias. Good news is no news, les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles, les seules bonnes nouvelles c'est la pub. Je peux expliquer pourquoi tout à l'heure si quelqu'un me pose la question. Donc je reviens sur ce que je disais. Je suis prof, je suis écrivain. J'essaie de donner envie du futur. Parce que si on n'en a pas envie, on le subit. Si on a envie du futur, si on arrive à l'aimer, ben on veut y aller. Et surtout, on va y aller ensemble, en famille, avec ses amis, avec ses collaborateurs, avec ses enfants, dans le monde. Donc, optimisme, oubliez. Oubliez Internet, oubliez l'optimisme. Soyons réalistes, concrets et pratiques. Après avoir dit ce mot, vous avez parlé de la modélisation de la complexité. C'est essentiel pour moi. Si j'écris le macroscope et l'homme symbiotique, c'est justement des états différents, 1975, 1995, 20 ans de différence, pour montrer qu'aujourd'hui, les politiques, beaucoup d'industriels n'ont pas les outils pour maîtriser la complexité. Les outils qu'on utilise restent extrêmement
extrêmement analytique. La preuve, c'est que nos élites qui nous dirigent sont formées aux maths et au droit. J'ai rien contre les maths et le droit, mais les grandes écoles techniques de maths qui permettent de traiter des objets et des machines, d'une part, et d'autre part, les grandes écoles d'administration qui permettent de traiter les gens et les organisations, ne suffisent plus pour appréhender la complexité du monde dans lequel nous sommes entrés. Le monde du biologique, le monde du numérique, le monde de l'environnement, le monde du CO2, le monde de la croissance, le monde de la décroissance, le monde du chômage. C'est d'une telle complexité qu'il faut d'autres méthodes. Et vous avez dit très justement que la modélisation, la simulation, permet aussi de voir un peu plus clair dans la complexité, de se dire qu'est-ce qui se passerait si j'agissais ici, de voir les résultats, les effets pervers de son action. Alors que beaucoup de politiques ne pensent qu'en termes de cause et d'effet. J'identifie les causes, je mets le paquet, ils ne disent pas ça comme ça. Je mets le paquet là-dessus et je pense avoir des résultats qui vont me faire réélire. Et en fait, ça crée des effets pervers. Parce que tout est interconnecté. Si vous agissez sur une seule cause, elle est elle-même interconnectée avec beaucoup d'autres effets et vous le prenez en pleine figure. Donc on est obligé aujourd'hui de passer du pouvoir pyramidal à un pouvoir transversal. Les gens savent faire des choses entre eux. Eh oui, les gens savent résoudre des problèmes complexes. On a découvert avec ce qu'on appelle en termes anglais le crowdsourcing, la résolution des problèmes par des foules de gens qui entre eux résolvent des problèmes complexes. Oui, on peut se sortir du pouvoir vertical, du pouvoir pyramidal, et comme on est connecté en réseau de plus en plus, et comme nous avons les moyens de simuler un grand nombre de phénomènes complexes et d'échanger entre nous, eh bien on peut devenir plus responsable sur notre futur. Et enfin, je terminerai par, en fait, ce qui était sous-jacent dans toute notre question. Le monde est effrayant, et tout ce que nous dit M. Dronet, c'est très sympathique, mais il y a des structures qui nous contrôlent complètement et on ne les voit pas. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision, mais que j'ai subi aussi ces structures. Je les subis parce que j'ai été inhibé, comme beaucoup de chercheurs et beaucoup de communicateurs, par des grandes structures de lobby, des grandes structures politiques, qui ont essayé de ne pas faire ce qu'on proposait. En 75, en 80, maintenant, ça se fait progressivement. Il y a des gens qui, unifiés dans les réseaux, on les avait appelés, par exemple les indignés, ont conduit à modifier complètement des structures totalitaires. Ce qui a remplacé n'est pas meilleur. Je ne fais pas de jugement de valeur, mais je dis qu'ils ont manifesté une nouvelle façon de proposer une démocratie participative plutôt que simplement une démocratie représentative dans laquelle ils n'ont plus tout à fait confiance, qui est nécessaire, mais dans laquelle ils n'ont plus tellement confiance. Et donc, cette capacité que nous avons en commun, ensemble, par les réseaux, nous permet de lutter. Donc, la révolte du pronétariat, pronétaire de tous les pays municipaux, c'est-à-dire les internautes, on peut lutter contre ces grands lobbies, contre ces structures politiques qui essaient de nous contrôler. On le voit maintenant partout dans le monde. Il y a un sursaut, né notamment de la nouvelle génération, qui fait que l'on peut éviter ces catastrophes vers lesquelles nous amènent les pouvoirs centralisés, les pouvoirs dits démocratiques, mais qui souvent ont un petit zeste de totalitarisme. Monsieur ? Je suis ingénieur, donc je comprends très bien ce que vous avez exposé, M. Dronet. Mais comment, disons, entraîner ou sensibiliser la population moins éclairée sur vos concepts? Et ne pensez pas, vous, que les associations locales sont une des solutions? Absolument. Je suis tout à fait dans votre sens. Alors, la réponse à votre question, c'est évidemment l'éducation, évidemment, qui est en train de changer, mais pas assez vite. C'est évidemment des lieux comme Universcience. La présidente Claudie Eburet est venue ici devant vous ouvrir cette série de colloques qui font d'éducation informelle à côté d'éducation formelle, disciplinaire, mais évidemment, à côté de tout ça, il y a toute une série de moyens pour mettre à niveau des personnes, ce genre de conférences, on essaie de faire passer des messages, des livres, des films, des émissions de télévision et des associations. Le pouvoir associatif est fondamental parce qu'il crée du lien humain, du lien social, où les gens ne reçoivent pas comme ça, du haut vers le bas, une information à laquelle il faut qu'ils adhèrent ou qu'ils doivent comprendre. On peut discuter, on peut débattre dans les mouvements associatifs. Il y a aussi des mouvements citoyens, il y a des groupes sociaux. J'ai participé la semaine dernière à la Cité des Sciences à un jeu interactif entre des classes de seconde qui s'appelait Jouer à débattre, où ils étaient tous dans un procès où il y avait une accusation, une plainte en diffamation sur des sujets scientifiques et techniques très sophistiqués, et il y avait le jury, il y avait l'accusation, il y avait la défense. Donc tout ceci se met progressivement en place. Nous sommes en train